dès que j'ai commencé à penser au principe du récit, le principe très basique, la métamorphose sur une île, c'était que ce soit des actrices qui incarnent les garçons. Pour moi, les actrices sont les meilleurs acteurs, et je trouve qu'on donne trop souvent aux actrices des rôles un peu stéréotypés ou convenus, alors qu'il y a un champ de possibles extraordinaire. Notamment en jouant avec le transgenre. Et donc c'était vraiment un des points de départ, c'était pouvoir offrir à des actrices des rôles de garçons, quoi. Et je voulais vraiment aussi qu'il y ait une homogénéité de silhouettes dans la bande. Je ne voulais pas les caractériser comme on peut caractériser de façon caricaturale en prenant le gros, le petit, le maigre, etc. Je voulais vraiment qu'elles soient quasiment identiques, un petit peu comme un groupe de rock, quoi. Ça passe par le jeu pour pouvoir vraiment les caractériser. Et puis la bande a été mise en place. Il y a les 5 garçons individuellement, et puis il y a la meute, quoi. C'est-à-dire que quand le groupe est ensemble, comme ça, presque dans un état de fusion, d'excitation, c'est comme s'ils étaient un autre personnage, quoi. Le fameux Trevor, que je fais apparaître sous la forme d'un crâne couvert de bijoux de temps en temps. Tous les effets visuels sont faits au tournage. C'est-à-dire tout ce que vous voyez est fait au tournage. Donc les effets spéciaux, entre guillemets, les surimpressions sont faites en direct. Donc on rembobine la pellicule et on tourne une deuxième passe sur le même morceau de pellicule, ce qui crée un certain stress pendant le tournage. Et les rétroprojections, c'est-à-dire les fonds projetés sur les scènes de bateau ou autres, sont faites en direct. Donc enfin, tout est fait au tournage. Cet artifice palpable, pour moi, je trouve que c'est important qu'on sente comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Moi, ça me rassure de sentir la fabrication et de sentir aussi la magie que cette fabrication peut. Quand je dis magie, je mets des guillemets, mais que cette forme de fabrication peut générer chez le spectateur, quoi. Il y a un onirisme, il y a une fragilité qui naît de ça. Unis pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi! Rien n'est plus artificiel qu'un cinéaste qui veut nous faire croire à une réalité en mettant sa caméra dans une situation soi-disant réaliste, et en réalité tout ça est recréé de façon artificielle. Or moi, j'assume le fait de faire du cinéma, je montre que je fais du cinéma, donc je montre comment je fais du cinéma, et donc pour moi c'est une forme de réalisme que d'assumer le support et ce qu'on est en train de faire. Ce qui n'est pas fabriqué pendant le tournage, c'est la bande-son. J'ai l'habitude de recréer ma bande-son en post-synchro et en post-production. Donc une fois que j'ai fait mon montage image, que je monte comme un film muet avec des sous-titres pour savoir ce que disent les acteurs, une fois que j'ai ce premier montage, je dois créer ma bande-son. Donc à partir de là, je convoque toutes les actrices, tous les acteurs qui viennent se post-synchroniser. Ce qui me permet pour moi de donner une deuxième direction d'acteur. Et la particularité aussi, c'est que j'utilisais un logiciel pour pitcher les voix, pour que les voix des filles soient plus masculines. Et après, on va bruiter la totalité du film, ce qui nécessite beaucoup de travail. On avait plus de 400 pistes son sur le film. Et une fois que c'est bruité, il y a les ambiances, et puis il y a les strates musicales. On a plus de musique dans le film qu'il n'y a de temps de film, c'est-à-dire on a 2 heures de musique, mais on a des passages de musicaux qui sont soit souterrains, ça on entend très peu, soit où il y a des superpositions musicales. Enfin voilà, donc ça, on a tissé cette bande son. Et de la même façon que je regarde le film sans son, j'écoute à un moment donné le film sans image pour voir si ça fonctionne. Et donc voilà, et puis après on a assemblé et mixé tout ça, quoi. Où sommes-nous, capitaine? Nulle part. Capitaine. Ces films que j'ai aimés et que je continue à aimer avaient toujours quelque chose dans la bande-son qui me rendait euphorique ou qui me faisait rêver, etc. Et y compris les premiers films de la Nouvelle Vague qui utilisaient la post-synchro, parce qu'on pense toujours que la Nouvelle Vague c'est une sorte de cinéma-vérité, mais en réalité non. Comme il n'y avait pas d'argent, ils faisaient de la post-synchro. Et il y a un rapport comme ça à la bande-son que je trouve ces bandes-son magiques, quoi.
Je vais tisser autour de l'idée principale du film en travaillant sur tout le champ des possibles, des réflexions qui vont partir de mes pulsions, de mes interprétations. Voilà, je vais mettre à l'épreuve mon idée principale et je vais créer comme ça un cheminement organique, quoi. Des éléments qui proviennent forcément de mon inconscient, mais des choses dont je suis pertinemment conscient et j'ai vraiment envie d'amener ces fantasmes-là ou de tordre un peu l'idée, comme ça. Enfin voilà, c'est un collage, quoi, où je laisse la porte ouverte et puis après je trie. Qu'est-ce qui nous arrive, Tommy? Je sais pas. C'est quelque chose que je trouve extrêmement cinégénique, d'une part. Les matières humaines, les matières animales, ou même les matières qu'on peut trouver dans la flore, donc toutes les matières vivantes. Et donc je joue avec ces fluides, avec ces fusions, et c'est quelque chose qui fait sens par rapport au sujet, hein, puisqu'il est question de mutation, de pulsion, de puberté, de floraison, donc voilà, c'était inévitable de jouer avec cette viscosité. Bon, c'est un personnage très fort, le personnage de Séverine, parce qu'il arrive à mi-parcours dans le film et il prend le pouvoir, quoi. Où tout d'un coup, il prend la place de Trevor, qui est cette espèce d'entité divine, pseudo-divine païenne que se sont créés les garçons pour mettre un nom sur leur pulsion. Et tout d'un coup, Séverine, c'est une nouvelle force divine et païenne qui leur donne une autre voix. Pour moi, il y avait une notion de figure de sorcière, d'un personnage comme ça qui peut absorber la connaissance d'une île, qui est au-delà de la mutation féminine, mais elle est encore dans un ailleurs. Et donc il fallait un personnage très fort, enfin une actrice aussi très forte pour pouvoir l'incarner. Je me souviens que j'avais aussi donné des directions à Elina comme ça de références d'acteurs, ce que j'ai fait pour les autres actrices aussi, hein. Des références d'acteurs dans des films. Et donc j'avais donné à Elina comme référence Klaus Kinski dans Aguirre, pour la démarche, comme ça, la façon de se déplacer. Alors, il y avait aussi Klaus Kinski dans Fitzcarraldo pour la tenue. Et puis également Marlène Dietrich dans Morocco, voilà, le côté garçonne, etc. Donc j'avais dit cette espèce de mix comme ça entre Kinski et Dietrich, quoi. Voilà. Il a vécu, quoi. Il a traversé l'océan Indien. Et voilà. Donc ce qui reste de Trevor, hein. Et il y avait aussi les références à Macbeth aussi, hein. Le personnage d'Elina cite beaucoup Shakespeare. Elle termine ses tirades souvent par une phrase que j'ai empruntée à Shakespeare, quoi. Je dis ça parce que j'ai cette tête de mort sur le nez. J'ai aussi pensé au voyage d'Ulysse et à Circé sur son île, avec les métamorphoses, l'équipage d'Ulysse qui se transforme en cochon. Ulysse aussi qui reste prisonnier de Circé comme ça, complètement, j'allais dire shooté par Circé. J'avais été marqué quand j'étais enfant par une adaptation d'Ulysse. C'était comme une hallucination prémonitoire. Mes parents m'avaient offert, sans faire attention, une adaptation en bande dessinée des Voyages d'Ulysse par Loeb et Pichard. Et j'étais assez jeune, mais voilà, c'était une bande dessinée érotique qui m'ont donné sans regarder le contenu. Et cette bande dessinée m'a énormément marqué. Je l'ai toujours d'ailleurs, hein. Je la trouve super, hein. Vraiment, je trouve que c'est un super bouquin. Et il y avait un passage comme ça, extrêmement psychédélique, avec Circé qui m'a énormément plu, qui me plaît toujours. Et je pense que c'est aussi une des influences multiples pour les garçons sauvages. C'est la lecture de cette Ulysse par Loeb et Pichard quand j'avais une douzaine d'années, quoi.
Il y a Sa Majesté des Mouches, ça c'est d'une façon évidente, parce que je pense que c'est une sorte de relecture de Sa Majesté des Mouches, ou alors comme une suite ou un après, quoi. Enfin, ce que j'ai fantasmé un petit peu là-dessus. Il y a une scène aussi qui est la scène des garçons sur la plage avec les plumes. J'ai pensé à Zéro de conduite, à la scène dans les dortoirs, et je voulais faire une scène adolescente à partir de cette bataille de plumes dans les dortoirs, faire comme une espèce de suite troublante. Et puis pour les bouquins, Les Garçons Sauvages de William Burroughs, à qui j'ai emprunté le titre. Et puis il y a certaines scènes dans Les Garçons Sauvages qui peuvent renvoyer vraiment à des scènes du roman. Il y a 2 ans de vacances de Jules Verne aussi. Il y a également Vendredi, les Lames du Pacifique de Tournier. Il y avait une scène qui m'avait énormément marqué aussi dans le bouquin où Robinson Crusoe copule littéralement avec l'île. Donc ça c'est quelque chose et une réminiscence de ça. Et puis après pour la peinture, ça serait Henri Dargeur, avec ces sortes de garçons-filles qu'il dessine comme ça dans la nature. Max Ernst aussi pour certaines figures prises dans la végétation, puisque sur l'île il y a beaucoup de corps nus de femmes mêlées à la végétation. Donc ça renvoie à certaines peintures de Max Ernst. Et les frères Chapman aussi, que j'aime beaucoup, qui ont créé des agglomérats comme ça, ou des collages de garçons-filles un peu troublants. Voilà. Je tourne, je filme en pensant que les films seront vus en salle. Enfin, j'arrive pas à imaginer que les films seront vus sur Vimeo ou sur DVD. J'espère qu'ils seront revus et encore, je préférerais qu'ils soient revus en salle, à vrai dire.